Mon nom est Sœur Patricia Murray. On m'appelle généralement Sœur Pat. Je suis membre de l'Institut des Sœurs Loreto et je proviens de l'Irlande. Et je suis la secrétaire exécutive de l'Union internationale pour les supérieures générales. Et je suis très émue ce matin tandis que je vous examine à ce congrès. Et la raison est parce que je suis venue à Rome en décembre 1998. Ça fait longtemps que je suis ici. J'ai observé différents rôles. Je suis arrivée en tant que membre du conseiller général de ma congrégation et je suis venue juste à un moment où une conférence était tenue ici à Rome, où Sœur Ackerman, qui est membre des Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique et qui travaille dans le domaine de la traite en Allemagne, avait fait un discours très important ici à Rome. Je pense que c'était en novembre 1998. Et l'impact de ce discours avait été tellement fort que plusieurs sœurs se sont réunies et ont formé un groupe de travail pour lutter contre la traite. Et je pense que c'est le premier signe visible à Rome du travail qui est devenu ce qui est aujourd'hui Talitha Kum. Je pense que nous avons souvent entendu parler du fait que le changement naît parfois d'une petite conversation. Lorsqu'on parle avec quelqu'un et qu'ensemble on décide de faire quelque chose à propos de quelque chose. Et je pense que nous recueillons les fruits de plusieurs conversations et de plusieurs femmes. Trop pour pouvoir les mentionner toutes, mais vous êtes parmi celles-là. Et certaines d'entre vous nous sont réunies à nous en ligne. Et vous êtes une force puissante à travers le monde, mes sœurs. Nous sommes vraiment un groupe international. Et j'aimerais aussi réfléchir brièvement ce matin sur ce qui se passe au sein de la vie religieuse dans l'Église et à travers le monde. Et durant ces dernières 5 ou 6 années, le Conseil exécutif de l'Union internationale des supérieures générales ont mis énormément d'efforts sur la visibilité et la voix pour donner une voix au travail des sœurs au niveau international. Nous travaillons fort et parfois nous ne publicisons pas assez bien ce que nous faisons à cause de notre humilité. Mais je pense qu'il y a une autre façon de vivre l'humilité. L'humilité est la vérité, est synonyme de vérité. Et je pense que nous devons parler de ce que nous faisons et des raisons pour lesquelles nous les faisons. Ceci au nom des victimes de la traite. Et donc, parlez, faites entendre votre voix. Parlez aux autres, soulignez les valeurs de votre collaboration. Parce que la collaboration en tant que congrégation et à travers congrégation de différents charismes est un don qui fournit différentes idées et qui reflète les valeurs fondamentales de l'Évangile. Mais notre engagement et notre engagement dans la lutte contre la traite en particulier vise à restituer la plénitude de la vie pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent et ceux que nous soignons. Nous ne nous engageons pas pour simplement accueillir, accompagner et prévenir la traite, mais nous répondons à l'appel du pape François qui nous demande à comprendre les causes profondes et ce que nous devons faire pour transformer la société. Et nous le faisons à différents niveaux.
à travers les routes, à niveau de la base, au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Et donc, nous unissons nos voix à différents niveaux. Nous unissons notre travail, nos réflexions et nos prières. Et donc, nous développons notre capacité de collaboration. Et cette collaboration est au nom des victimes, pour le bien des victimes, pour le bien de ceux qui sont marginalisés, qui sont mis de côté. Et nous découvrons de nouvelles formes de collaboration, surtout dans le domaine du contexte interreligieux. Et vous en avez entendu parler et on va en parler plus durant la semaine. Et il s'agit d'une partie intrinsèque de l'Union internationale. Talitha Kum est un projet intrinsèque qui répond aux décisions qui ont été prises au début des années 2000 à une des assemblées des supérieures générales du monde. Et nous, en tant que réseau de Talitha Kum, sommes responsables et répondons aux supérieurs et aux chefs de notre congrégation qui nous ont envoyés à travailler dans ce domaine. Les chefs des congrégations elles-mêmes informent le travail de Talitha Kum et ont utilisé le principe d'aide. Vous, au nom de votre congrégation et au nom du réseau, vous agissez au nom des chefs de l'Église. Notre réseau est critique et crucial, qu'il s'agisse du niveau local, national ou international. Et le développement de cette collaboration et de cette responsabilité qu'on a les uns envers les autres, qu'il s'agisse d'encouragement ou de soutenir ou de trouver des façons de rencontrer les besoins. Donc, c'est important de pouvoir développer un sens de propriété à tous les niveaux et à travers nos congrégations. Et ceci promouvoit notre dialogue continu, un partage continu, une recherche continue et aussi une réflexion et une prière continue. Que pouvons-nous faire de plus, nous demandons-nous à chaque jour? Que pouvons-nous faire de plus? À qui devons-nous tendre la main? Et récemment, en participant à une autre conférence, je retournais de l'Afrique vers Rome et à l'aéroport de ce pays, j'ai rencontré des dizaines de jeunes femmes qui partaient travailler en tant que personnel domestique dans une autre partie du monde. Et je me suis demandé, est-ce que ces jeunes femmes connaissent leur destin? Est-ce qu'elles imaginent ce qui peut se passer? Est-ce qu'elles sont préparées? Et je leur ai parlé et j'ai réalisé l'étendue de leur ignorance. Et elles étaient pour la plupart envoyées par leur famille. Elles avaient été poussées par la pauvreté à aller travailler ailleurs afin de pouvoir envoyer de l'argent à la maison. Et donc, nous avons parlé des différentes vulnérabilités aujourd'hui. Et c'est vraiment le contexte dans lequel nous évoluons. Ces vulnérabilités existent dans toutes les sociétés et partout au monde. Parce que le travail de collaboration qui existe entre nous, cette collaboration qui provient de l'appel du pape François, qui a dit très clairement durant l'année de la vie consacrée, il nous a appelés à collaborer ensemble parce que c'est dans le partage et dans la collaboration que nous pouvons accomplir le plus. Et donc, le noyau même de Talitha Kum est le travail que nous faisons à la base, sur le terrain, mais qui doit se connecter au niveau national et au niveau international si nous voulons faire une différence. Vous savez ça et je sais ça. Et nous devons faire entendre notre voix. Nous devons
nous impliquer dans dans la plaidoirie, dans le lobbying. Nous devons envoyer publiciser notre affaire. Nous devons publier nos recherches, les données que nous avons collectées. Nous devons mettre ça sous l'attention des gouvernements et lancer un appel pour le changement. Et regardez ce qu'on a pu accomplir au niveau de l'environnement. Nous sommes un des réseaux en voie de développement qui a vraiment la possibilité de faire une différence aujourd'hui. Nous devons partager la leadership que nous avons dans ce domaine. Une des choses auxquelles je crois, et je crois que nous, les religieuses, nous pouvons nous soutenir au niveau de la leadership parce que nous acceptons une responsabilité dans différents domaines. Et ça, c'est particulier à Talitha Kum parce que nos capacités de leadership se développent énormément chez Talitha Kum. Et nous pouvons attirer d'autres dans la leadership parce que c'est un domaine qui nécessite toutes sortes de leaders. Et les leaders, les meneurs, les chefs ne sont pas seulement ceux qui sont nommés. Il y a souvent des leaderships informels lorsque quelqu'un a un don, un talent, une naturelle qui fait une différence. Et il faut s'en servir. Nous ne devons pas attendre qu'on soit nommé leader. Il faut qu'on emboîte le pas de la leadership. Et ça, c'est également au cœur de l'appel de l'Évangile. Quand nous écoutons Jésus dire que la vie existe et que la vie existe en abondance, alors je dois être en mesure d'emboîter la vie afin de pouvoir apporter la vie et donner, recevoir la vie. Et le domaine de la traite est un domaine dans lequel nous devons aussi sauver des vies et aussi nourrir la vie et soutenir la vie. UISG et Talitha Kum sont comme des sœurs, mère et fille. Talitha Kum n'a pas d'identité légale. Son identité légale est dans l'Union internationale des supérieurs générales. Et l'UISG soutient et nourrit et aide et chérit Talitha Kum en tant qu'une de ses créations les plus importantes. Le conseil exécutif de l'UISG a établi un comité international afin de guider notre travail international en tant que réseau de Talitha Kum sous la leadership de Sœur Gabriella Bottani. Mais à chaque 2 ans, la leadership de l'UISG même et son conseil d'administration changent. Et donc, à chaque 2 ans, l'équipe de coordination et les membres du conseil seront révisés et également avec les suggestions du réseau et grâce à nos conférences de religieuses, la nouvelle équipe sera nommée. Et ça, c'est un point que j'aimerais souligner parce que nous voyons que le lien entre le réseau local et la conférence des religieuses est particulièrement importante parce que c'est là où les leaders et celles qui travaillent à la base peuvent établir un dialogue constant et des échanges et des réflexions constantes. Et Talitha Kum est bien fondée et bien basée à Talitha Kum dans vos pays. Elle peut être soutenue, nourrie de façon continue. Alors, il faut qu'il y ait de bons liens au niveau de la base et au niveau du réseau. J'ai réfléchi à différentes images de vie religieuse dans le monde aujourd'hui. Et j'aimerais offrir
une de ces images ce matin, tandis que nous évoluerons au cours de la journée. Et je réfléchissais sur cette phrase du chapitre 54, vers 2 de Isaac, où Isaac dit « La tente de votre cœur. Ouvrez la tente de votre cœur. » La façon dont c'est exprimé dans le passage, ça dit « Élargissez la place de votre tente. » Ouvrez votre tente. Ne retenez rien. Délaissez les cordes et renforcez les pieux. Alors, c'est vraiment une très belle image. Élargissez la place de votre tente. Étendez l'ouverture de votre tente. Ne retenez rien. Détendez les cordes et renforcez vos pieux. Alors, je pense que c'est une image vraiment importante pour le travail que vous faites aujourd'hui à Talitha Kum, parce que ça parle de flexibilité, d'élargissement, d'hospitalité sans frontières, de sécurité et d'identité. Donc, je pense que si on pense à ouvrir notre tente le plus possible, on doit se demander à ce qu'on peut faire de plus ou qu'est-ce qu'on peut faire à un niveau plus profond. Sur quoi devons-nous nous concentrer dans notre réseau particulier? Et ensuite, on doit se demander pour obtenir une identité de sûreté, afin que nos pieux soient forts, afin que notre tente reste bien piquée en place. Alors, les pics sont les pieux d'espoir. Et donc, nous devons nous demander, nous qui faisons de l'espace pour ceux qui sont plus vulnérables, pour ceux qui sont aux marges de la société et de la vie, nous devons nous demander encore et encore, sommes-nous vraiment basés sur la terre? Est-ce que notre travail est bien enraciné? Est-il enraciné en Jésus? Parce que c'est une réponse à leur appel, à leur vision à laquelle nous répondons. Comment offrons-nous notre charisme aujourd'hui dans ce domaine de la traite? Que plus peut faire notre congrégation aujourd'hui? Et aussi, nous avons le pieu de l'espoir. Le pape Benoît nous a rappelé qu'en termes bibliques, l'espoir est synonyme de foi. Mais il croyait que la foi doit être exprimée en actions concrètes et dans notre style de vie. Pour Benoît, la pratique de l'espoir était très importante, mais nous devons nous demander encore et encore, lorsque nous nous engageons dans les différentes situations, nous devons nous assurer que nous sommes porteurs d'espoir et que nous ressentions l'espoir, parce que les gens sans espoir périssent. Et nous devons recadrer la réalité de la traite dans le monde aujourd'hui. Nous devons la recadrer et nous devons la recadrer dans une perspective d'espoir. Il s'agit d'une tâche très difficile. Et le pape François a parlé énormément sur l'espoir. Et récemment, aux membres du chapitre général qui s'est rassemblé ici à Rome, il a dit « Je vous encourage à être porteur d'espoir avec vos yeux tournés vers l'avenir et où l'esprit
vous pousse à continuer à faire de grandes choses. En tant que personne consacrée, il a dit, nous savons que nous ne pouvons pas être sourds aux questions qu'on nous demande, qu'on nous pose aujourd'hui. En tant que disciples de Jésus, nous savons que l'espoir fait partie de nos responsabilités parce que nous avons été appelés vers l'espoir et nous devons offrir l'espoir à quiconque nous le demande. Et donc, il ne s'agit pas d'une question de nombre, mais c'est une question de qui et en quoi nous croyons. Et j'aimerais finir par vous encourager parce que je suis tellement fière et l'Union internationale supérieure générale est tellement fière et reconnaissante de tous vos efforts. Nous sommes reconnaissants de tous les efforts que vous avez accomplis en tant que personne, en tant que réseau, chacun d'entre vous. Nous savons que c'est un appel auquel vous répondez. Vous allez explorer les frontières de ce monde et les marges de ce monde. Vous savez que c'est là où nous devons être. J'aimerais donc remercier au nom de toutes les multitudes qui ont bénéficié de vos petits efforts, de tous ceux qui ont reçu et que personne ne verra jamais ou ne sauront jamais quels sont les effets de ces petits efforts. Et je vous remercie au nom de toutes les victimes. Je vous remercie au nom de toutes les personnes qui ont été victimes et qui sont en mesure maintenant de donner un message d'espoir aux autres. Nous sommes, dans un sens, des disciples de l'espoir, en sachant que nous pouvons être des briseurs de désespoir et de découragement et des porteurs de vie et d'avenir. Le pape François nous a dit « Seulement l'espoir nous permet de marcher le long de la route de la vie. Seul l'espoir nous rend capables d'être des acteurs du futur, de l'avenir. » Sœurs et frères qui sont ici aujourd'hui, faisons un avenir rempli d'espoir en nous unissant, en collaborant, en créant un réseau international, un réseau de tendresse, un réseau de compassion, un réseau de grâce. Nous demandons à Jésus, qui nous accompagne à chaque pas que nous faisons, de nous nourrir, tandis que nous tendons les mains à ceux qui sont à côté de nous, afin de mettre fin à la traite des êtres humains. Et c'est mon message. Amen. Thank you very much. We're all Merci beaucoup. Nous sommes tous ensemble. Merci beaucoup, Pat, sœur Pat, pour ce message d'inspiration et ces réflexions profondes que vous nous avez offertes ce matin. Je pense que les applaudissements que vous avez reçus le dit intégralement. Ajouter quelque chose serait simplement de trop. Et le message est tellement profond. J'aimerais maintenant vous allouer quelques minutes avant de passer à la pause. 5 minutes. Ce serait dommage de se lever et d'aller directement à la pause. J'aimerais qu'on prenne 5 minutes et appliquer l'exercice d'écoute contemplative
avec un peu de musique de fond. Et pendant 5 minutes, afin de méditer et digérer les réflexions de Pat qu'elle a partagées avec nous.
Thank you. So we will go for break. Merci. Nous allons maintenant passer à la pause café. Et après la pause café, nous aurons la présentation de Sœur Gabriella. Merci. Está bien. ¿Podemos revisar eso después? Ok. Para el resumen, dime si crees que hay algo que falta. Nous vous demandons de ne pas prendre de vidéo parce que tout est déjà repris par le photographe officiel. Donc, ne prenez pas de photos, ne prenez pas de vidéos. Ça peut déranger l'orateur. Et donc, le vidéo officiel sera disponible après l'Assemblée de toute façon et vous sera remis. Je vais m'exprimer en espagnol. Donc, avant la pause, nous avons écouté les mots de Sœur Pat, qui est la secrétaire exécutive de l'UISG. Et un des commentaires que j'ai écouté durant la pause concernant ce qu'elle avait dit, c'était comme une brise d'air frais, un souffle d'oxygène, parce que ces mots nous ont permis de reprendre contact avec le sens profond et mystique de notre mission. Bien qu'elle n'est plus ici, elle nous a quittés, nous sommes vraiment grés à Sœur Pat de ces mots. Nous allons maintenant continuer avec notre écoute contemplative. Maintenant, nous allons écouter les mots de Sœur Gabriella Bottani, qui est coordinatrice de Talitha Kum International. À vous la parole, Sœur Gabriella. Merci. Je vais m'exprimer en anglais. C'est un honneur pour moi que de pouvoir parler après la très belle introduction de Sœur Pat. Et nous allons maintenant nous déplacer sur un plan plus pratique sur comment appliquer la déclaration, la spiritualité et le plan stratégique de l'UISG et comment l'appliquer à Talitha Kum. C'est très important. Sinon, nous serons comme les politiciens qui créent de très belles lois, mais qui ne les appliquent pas. Alors, ce que nous voulons faire maintenant est de retourner à un plan pratique. Et quand je suis arrivée à Rome, je répondais de ma congrégation. Maintenant, je réponds à 2000 sœurs supérieures générales et à un réseau. Et ce que j'essaie de faire est de partager comment, avec le soutien de tous et chacun, le Comité international de la coordination et les sœurs responsables de chaque réseau à travers le monde. Alors, nous essayons d'appliquer. Premièrement, la période sur laquelle je me concentrerai est 2016 à aujourd'hui, parce que en 2016, il y a eu une excellente rencontre du Comité international où on a établi les priorités pour la période de 2016 à 2018. Premièrement,
vont mieux définir notre identité. Sœur Pat a parlé de cette identité. J'aimerais vous rappeler que nous sommes un réseau de sœurs basé à Rome, fondé en 2009 sous la responsabilité de l'UISG. Nous essayons d'améliorer la collaboration avec l'Union des supérieures générales, et aussi avec les congrégations religieuses masculines, et aussi avec les agences laïques. Travailler en réseau facilite la coopération et l'échange d'informations entre les personnes consacrées. Je ne prendrai pas le temps de lire la vision qui est affichée et qui est sur notre site Web. Et hier soir, ça a déjà été cité par l'ambassadeur américain au Saint-Siège lors de notre rencontre. La mission de Talitha Kum est de mettre fin à la traite des êtres humains à travers des initiatives de collaboration qui visent la présentation, la protection, la réintégration sociale, la réadaptation, la réinsertion des survivants, les partenariats et la plaidoirie en promouvant des actions qui affectent les causes systémiques. Et ça, c'est très important pour nous parce que, tel que Sœur Pat l'a dit, l'Église et le pape François, dans son magistère, nous demandent à travailler pour affronter les causes systémiques qui sont derrière la traite. Nous avons un bureau de coordination internationale basé à Rome qui a été créé en 2015 et nous avons un adjoint à temps partiel et nous avons aussi un personnel pour la communication, l'administration, la gestion des subventions, un bureau de communication, le soutien technique et les services généraux. Donc, j'aimerais vous inviter à les remercier parce que toutes ces personnes travaillent très fort à l'organisation de Talitha Kum. Et souvent, ces personnes travaillent tard le soir et commencent tôt le matin pour faire de cet événement un succès. Le comité de coordination internationale a été créé en 2016 et après une année, nous avons été en mesure de commencer en 2017. Donc, le premier comité international a eu lieu en 2017. J'ai eu l'occasion de les remercier au début de notre assemblée. Pour moi, il s'agit d'un groupe très important et qui sert à créer un lien entre le monde international, le niveau international et le terrain. Et c'est donc très important de vous avoir afin que vous puissiez partager avec moi, afin que je puisse apprendre parce que depuis que j'occupe cette fonction, je suis moins en contact avec certaines priorités de Talitha Kum. Nous avons plusieurs partenaires internationaux. On a l'édicaster du Vatican, la section migrants et réfugiés qui seront avec nous cet après-midi, les ambassades au Saint-Siège. Hier, nous en avons fait une expérience, les universités pontificales, grégoriennes et antoniennes. Nous améliorons notre collaboration afin de pouvoir obtenir une formation qualifiée que Talitha
Talitacum promouvoit à travers le monde. Nous avons aussi des contacts avec Caritas International et les associations de femmes catholiques, les fondations. Il y a vraiment une longue liste de fondations. Certaines sont plus engagées, sont très engagées même, et certaines, je parle, nous aurons aussi l'occasion d'avoir une présentation sur une de ces fondations. Et aussi, il y a le groupe de Santa Marta et le Comité international de la migration de l'Église catholique. Alors, voici une des organisations. Plusieurs sont en partenariat avec les congrégations individuelles. Nous essayons aussi d'avoir une représentation officielle auprès de l'UISG. Quand je suis arrivée, une des premières choses que j'ai fait est d'envoyer à tout le monde un questionnaire parce que je ne savais pas. J'étais responsable de Talitacum, mais je ne savais même pas ce qu'était Talitacum. Je ne savais pas qui étaient les sœurs, où étaient les réseaux. Donc, j'ai recueilli des informations et en 2018, nous avons été en mesure, avec l'aide de l'Université pontificale grégorienne, et ces informations sont disponibles dans les livrets. Nous avons compris qu'il y avait que les réseaux étaient l'organisation des réseaux était à la hausse. Quand j'ai commencé à travailler avec l'Université pontificale grégorienne, ils ont réalisé que nous étions une organisation très complexe et que nous devions créer un point de départ, un noyau. Alors, nous avons compris que le noyau est vraiment l'unité de coordination que nous avons établie à un niveau national. Et ensuite, nous coordonnons au niveau local, régional, etc. Mais c'était important de pouvoir recueillir des données et des informations et de pouvoir comparer ces données. Sinon, c'était très difficile. Donc, nous avons compris que le nombre de réseaux est passé de 31 à 44. C'est donc un travail énorme. Et ce n'est pas seulement une question du développement des pays, du nombre de pays, parce que Talitacum en Asie du Sud-Est, par exemple, nous avons une bonne présence. En Thaïlande, ça commence à fonctionner dans plusieurs autres pays de la région. Donc, ce que nous avons fait, c'est de développer l'idée du réseau, de le divulguer et d'organiser le réseau de Talitacum dans tous les pays de la région. Est-ce que vous êtes d'accord, sœur Kalaya? Oui, elle dit oui. Elle acquiesce. Et aussi en Amérique latine et en Amérique centrale, la même chose s'est passée. Quand on parle de notre identité, nous sommes sous la leadership de femmes, des religieuses. Je pense que c'est important. Nous parlons beaucoup de leadership et nous, en tant que femmes, nous devons nous autonomiser et nous devons reconnaître la leadership des femmes de l'Église. Ensuite, nous sommes organisés de façon différente. Nous n'avons pas un modèle unique qui est reproduit partout parce que chaque réseau va trouver sa propre façon de s'organiser en fonction des réalités locales. Nous sommes intercongrégationnels, donc nous sommes intercongrégationnels au niveau local et nous sommes engagés sur le terrain contre la traite. Nous travaillons aussi au niveau de la plaidoirie, mais notre premier champ d'action est celui de travailler sur le terrain.
d'autres statistiques, la relation entre le réseau national et les pays qui sont présents dans les continents. Ce n'est pas un jugement, ce n'est qu'une présentation des données et des informations afin de vous fournir une idée de comment nos réseaux sont organisés. Nous sommes en Afrique. Nous avons 9 réseaux en 14 pays, donc 64% du pays de l'Afrique est couverte. En Amérique latine, nous avons 13 réseaux sur 15 pays. Nous avons 100% en Amérique du Nord, Mexique et Amérique latine. Donc, aux États-Unis et au Canada, nous avons 2 réseaux dans 2 pays. En Asie, nous avons 11 réseaux en 18 pays. En Europe, nous avons 7 réseaux sur 41 pays. En Océanie, nous avons 2 réseaux sur 2 pays. Donc, nous avons été en mesure d'enregistrer notre présence dans 92 pays. Nous avons 44 réseaux à des niveaux nationaux. Nous avons 8 réseaux à un niveau régional. Nous avons 3 équipes de coordination continentale, une aux Amériques, une en Asie et une en Océanie. Je considère l'Europe comme étant un réseau continental. Nous avons aussi l'équipe de coordination globale qui est le bureau de Talitha Kum. C'est pour vous donner une idée de notre organisation à travers le monde. Nous avons, en 2018, touché 15 500 survivants à qui nous avons fourni différents services. Et nous avons effectué des activités de prévention qui ont touché 235 000 personnes. Ce que nous avons fait, je vais maintenant parler de ce que Talitha Kum International a fait à Rome. Alors, nous avons entrepris des activités de formation au Ghana et au Cameroun, des ateliers en Thaïlande, Malawi, en Afrique du Sud et au Burkina Faso. Il y a aussi un travail de réseautage à différents niveaux, en lien avec Talitha Kum à Rome, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, Ouganda, Zimbabwe, Mozambique, Éthiopie, Tanzanie, Kenya, Afrique du Sud, Malawi, Burkina Faso, Niger, Cameroun. En Asie, je me suis rendue pour un atelier en Thaïlande et en Philippines et ensuite au Liban pour la création du réseau Yanabia El Amal, Wells of Hope. Le réseautage en Asie a été organisé par Sœur Adelina Bahamo, qui est la personne ressource pour l'Asie continentale et qui s'est occupée de l'organisation de la région. Et donc, en Asie de l'Est et du Sud-Est, ils sont en voie de réorganisation parce qu'ils ont des problèmes en Asie du Sud et en Sud-Est. En ce moment, il y a un processus d'organisation en cours. L'Inde est en fort développement et maintenant nous essayons de penser à comment nous pouvons soutenir ce développement dans d'autres pays comme au Sri Lanka, au Pakistan, au Népal, au Bangladesh, qui depuis le départ font partie de AMRAD, mais pour plusieurs raisons n'ont pas été en mesure de se renforcer. Nous avons un dernier arrivé qui est le projet de Yanabia El Amal, qui est la création du réseau en juillet sous la responsabilité
de l'Union des supérieurs majeurs du Liban. Et à la fin de août, nous avons aussi ajouté Thalita Kum Taïwan. Donc, l'Asie est très active. Alors, j'adore parler de ça parce que je n'ai rien fait dans tout ça. C'est vraiment bien. Je n'ai que reçu la documentation et après un bout de temps, je reçois une lettre qui dit « Je suis heureuse de vous informer que nous avons constitué cette association qui fait partie du réseau Thalita Kum ». Alors, nous avons Sir Colin Jackson en Océanie qui essaie de développer le réseautage et fournir des formations dans les îles du Pacifique. Il s'agit d'un travail très important qui est effectué en Amérique latine et du Nord. Ils ont décidé en 2016 de renforcer les liens et le réseautage autour de l'hémisphère. En ce qui concerne le continent des Amériques, ils travaillent là-dessus et ils ont établi la première rencontre de coordination hémisphérique en 2018. L'Europe est sous la direction de Renate, qui est... Nous avons Sœur Pat qui joue un rôle très important. Nous avons un dialogue avec les Royaumes-Unis, la conférence religieuse pour établir le réseau. Nous continuons une bonne collaboration avec les réseaux italiens des supérieurs majeurs et le réseau italien USMI et avec qui nous collaborons ici à Rome. Et aussi, nous avons une connexion avec CAVITP qui est très importante également dans cette période parce que je parle portugais et donc ça a facilité les rapports. Les activités les plus importantes du réseau, toujours selon la recherche effectuée par l'Université pontificale grégorienne, eh bien, je parle à un niveau général. Alors, chaque continent peut avoir des différentes priorités, mais la liste de priorités au niveau global commence par la prévention, ensuite la protection, ensuite le réseautage et le partenariat. Et c'est incroyable de voir en 2015, dans la plupart des membres des réseaux disaient que nous faisions du réseautage entre nous. Mais maintenant, en 2018, on parle de réseautage à l'extérieur. Donc, nous voyons vraiment qu'il y a un développement de nos capacités et donc nous renforçons les connexions entre nous et maintenant, nous pouvons nous connecter et créer des réseaux vers l'extérieur. Il y a ensuite la question de la poursuite et de la plaidoirie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le seul point au niveau des statistiques, nous devions voir. Mais c'était intéressant pour moi de pouvoir observer que le seul domaine où nous avons eu une diminution est celui de la plaidoirie. Et je pense que c'est si nous comparons les activités par continent en 2015 et en 2018, nous voyons évidemment qu'il y a une augmentation dans nos capacités d'action et en même temps, il y a une expansion de services au niveau des services que nous offrons. Et je pense qu'il s'agit d'un grand résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien fait, mes sœurs. Pas tout le monde a été en mesure de répondre à ce questionnaire, mais ça nous dit aussi l'importance de la collection de données afin de pouvoir analyser et partager les résultats de notre activité. Nous établissons des priorités.
En 2016, nous avons parlé de réseautage pour promouvoir la coopération et la connexion entre les congrégations religieuses, la facilitation du réseautage au niveau régional et continental en collaboration avec d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales. Et surtout, il s'est agi d'une rencontre qui a permis d'échanges de courriels, de newsletters. Je pense aussi que nous avions la Journée internationale de la prière et de la sensibilisation contre la traite des êtres humains qui a eu lieu le 8 février, que nous avons commencé à célébrer en 2015 sous la responsabilité de l'USG et de l'USG. Et Talitha Kum donne vie à cette journée. Il n'y a pas de réseautage sans communication, donc la communication est un des éléments les plus importants du réseautage. Et dans cette période, on m'a demandé d'organiser la collecte de données auprès des membres du réseau afin de pouvoir maximiser la communication et favoriser l'échange d'informations, des données et des bonnes pratiques. Nous avons été en mesure de... En fait, nous avons maintenant un plan interne de communication stratégique et d'application tactique et pratique. Nous avons établi ce plan et nous devons maintenant l'appliquer, le mettre en œuvre. Nous avons un site web qui a été créé en 2011, des réseaux sociaux qui sont utilisés depuis 2016 et je pense que la plupart d'entre vous sont suivent notre page Facebook et notre compte Instagram. Et aussi, nous avons la banque de données Talitha Kum qui a été établie en 2018. C'est une première étape et encore, nous avons beaucoup à faire. Mais au moins, nous avons commencé. L'autre priorité qui a été établie en 2016 est celle de donner une certaine visibilité, de créer les conditions afin de pouvoir donner une meilleure visibilité à la question de la traite, ce qui inclut des actions d'analyse, de réflexion sur les activités de Talitha Kum. Également, encore une fois, la Journée internationale de prière a servi à ce but. Et il y a l'appel fait en 2019 par le pape François, toujours pour le 10e anniversaire. Et il y a le travail qui a été effectué pour écrire en vue de l'écriture d'articles. Et il y a aussi le rapport général des sœurs qui nous permet de suivre le travail de Talitha Kum à travers le monde. Et il y a Donna Chiesamondo qui fait partie de l'Observatoire romain et leur directeur était ici à la session d'ouverture, Rita Pinci, et nous travaillons de plus en plus pour faire en sorte que le travail des sœurs soit de plus en plus visible. Nous avons également reçu 2 prix. En 2017, Terra Justa a fait Portugal, qui a été décerné à Talitha Kum pour le travail que nous effectuons. Et cette année, le rapport Trafficking in Person, nous avons reçu un prix qui a été décerné aux héros. L'autre priorité concerne la formation. Alors, c'est-à-dire de créer des cours, des ateliers, des séminaires afin de promouvoir la qualification des membres de Talitha Kum au service de la leadership. Certains ont été mentionnés, mais je pense qu'il est important de dire que nous avons été en mesure de réaliser le premier cours de formation en 2018, un cours qui est en 2018-2019 en partenariat avec l'Université pontificale antonianienne. Et la première formation, nous sommes toujours en contact avec le Collège du Kenya parce que ce serait 57% à Rome et 53% au Kenya. Et c'est un cours qui s'adresse à tous les leaders de Talitha Kum à travers le globe.
Nous continuons les formations qui ont été lancées en 2004 et en Mexique, Kenya, Ouganda, Ghana, Cameroun. Et on a eu des ateliers et plusieurs autres pays aussi ont bénéficié de formations et d'ateliers. On nous a demandé de participer à des recherches et à des études. Nous avons une banque de données. Nous avons été en mesure de soutenir une recherche au Malawi sur les personnes du Malawi qui ont été amenées en Afrique du Sud par la traite. Et la dernière priorité qui a été développée dans cette période a une portée géographique. On a demandé de prioriser l'Afrique et la région du Moyen-Orient où le phénomène de la traite est en plein développement. Nous avons vraiment fait un gros travail de plaidoirie auprès des associations de supérieurs majeurs en Afrique. Nous avons organisé des formations, des ateliers qui sont soutenus par l'Irlande, les ambassades d'Irlande et du Royaume-Uni au Saint-Siège. Et aussi, nous avons eu des financements à partir de la fondation GHR qui nous ont permis d'établir Wells of Hope au Moyen-Orient. Nous travaillons également beaucoup en Afrique avec les membres africains qui servent à Rome. Il s'agit d'un travail qui a été fait ici, qui les implique et qui s'occupe de la sensibilisation. Et quand ils retournent dans leur pays pour des vacances ou pour servir leur congrégation, ils ont été en mesure de divulguer l'idée de Talitha Kum et ils nous offrent un soutien important dans leurs efforts qui visent l'expansion de Talitha Kum et d'impliquer de plus en plus de religieux en Afrique subsaharienne. Ressources. La durabilité du réseau requiert la sensibilisation au sein de la congrégation afin de pouvoir promouvoir un engagement à temps partiel ou à temps plein des religieuses et le soutien nous devons être soutenus par des campagnes de levée de fonds. Et nous avons fait un grand travail avec le soutien de l'USJ. That also the idea of the training for leaders was. Je pense aussi que la formation pour les leaders et la formation pour suivre les projets et les levées de fonds sont importantes parce que je pense que on doit vraiment s'autonomiser et décentraliser les organisations et l'organisation du réseau. Alors, nous sommes en marche, nous avons beaucoup de routes à parcourir, mais quand nous acceptons de travailler dans le domaine de la traite, nous disons oui à la participation à ce corps du Christ qui a été blessé et nous acceptons également des conséquences de cet engagement, c'est-à-dire de devenir marginalisés comme ils sont marginalisés, de souffrir avec eux. Et je pense que la durabilité, en ce qui me concerne, une question de pouvoir entretenir l'espoir et de pouvoir entretenir l'espoir d'une différente sorte de vie. Alors, notre choix n'est pas simplement une question de ressources. C'est une question d'un style de vie différent qui commence, premièrement,
dans notre fort intérieur, en nous-mêmes. Autrement, nous allons mourir parce que Talitha Kum n'est pas un ONG. Nous sommes des sœurs, nous sommes des frères et il s'agit du point le plus important parce que nous savons que pour faire la différence, pour être une différence, il faut payer le prix et nous devons s'entraider, se renforcer, être loyal. Et quand on dit oui à tout ça. Alors, quand j'ai pensé au défi, je me suis dit, oh mon Dieu, on a beaucoup de défis et c'est une liste infinie. Bien sûr, on a le rôle des femmes dans les activités d'anti-traite, le rôle des femmes qui est un rôle très important. La durabilité, les ressources humaines. C'est très bien quand une supérieure générale me dit, ma sœur, j'ai une sœur qui aimerait se joindre à votre entreprise. Et comment pouvons-nous former cette sœur? Alors, c'est vraiment un défi que celui de former les nouvelles générations, d'impliquer le monde laïque. J'aimerais aussi remercier les participants du monde laïque qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et aussi, trouver des ressources financières non seulement à court terme, mais aussi à terme moyen afin de pouvoir planifier notre avenir. Et aussi comment impliquer les survivants de la traite et comment pouvons-nous promouvoir la formation commune continue et aussi la communication et la collecte de données. C'est un travail qui est vraiment ennuyeux, que personne ne veut faire, mais c'est tellement important. C'est tellement important, mes sœurs. Alors, de quelle façon pouvons-nous partager les bonnes et les meilleures pratiques? De quelle façon pouvons-nous faire développer des indicateurs d'impact pour la prévention? On ne sait même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que de créer des indicateurs de prévention? Mais on peut le faire. Mais probablement, on doit apprendre à le faire ensemble. Et comment mettre en œuvre des programmes éducationnels. J'étais heureuse qu'on en parle lorsqu'on a parlé d'approche transformative. Et aussi, à l'extérieur de notre vie religieuse, de quelle façon pouvons-nous fournir de meilleurs services à long terme aux survivants pour leur réinsertion socio-économique et la création d'un fonds pour les situations d'urgence? Nous savons que des gens ne retournent pas tous à leur pays d'origine. Souvent, il y a souvent des contextes. Il y a la possibilité d'obtenir des fonds pour soutenir ces fonds. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire? Alors, il y a des pays qui fournissent des fonds qui permettent le rapatriement et d'autres pays qui ne fournissent pas de fonds. Et nous ne pouvons pas faire ces distinctions. Nous devons trouver les façons de soutenir tous et chacun sans aucune distinction. Et alors, nous devons trouver le moyen d'aider ceux qui sont sans ressources financières. Et bien sûr, le dernier point, la plaidoirie. Ensemble contre la traite. Je pense que la seule façon de faire face à ces réalités est d'être ensemble parce que il s'agit d'une situation douloureuse, il s'agit d'une situation qui représente un problème énorme et on a vraiment besoin de se renforcer les unes les autres. Ce n'est pas seulement nous en tant que sœurs, mais toutes les personnes qui, directement ou indirectement, sont impliquées avec Talitha Kum.
en español. Je vais m'exprimer en espagnol. Sœur Gabriella. À vous écouter, je me sens fatiguée. Si je pense à tout le travail que vous avez fait, je suis fatiguée seulement à vous écouter. Je peux seulement imaginer le grand travail que vous avez fait. Vous avez une énergie extraordinaire, une passion qui vraiment sort de l'ordinaire. Et probablement, ce sont vos sources qui vous a donné les énergies nécessaires pour pouvoir être aussi efficace dans votre travail. Je vous admire et je vous suis très reconnaissante. Mais ce n'est pas seulement Sœur Gabriella, mais c'est tous ceux d'entre vous qui sont ici présents. Prenons maintenant quelques minutes de silence afin de permettre l'intériorisation de ces propos, afin de permettre à ces informations de pénétrer non seulement les informations que nous avons reçues, mais également la passion